L'intelligence artificielle, particulièrement à Montréal, c'est un moment assez unique. Je vais dans la salle d'anciens collègues et amis, d'anciens complices, d'anciens mentors, et même une personne que j'espère saura se reconnaître, qui est un peu une superstar sur Twitter que je suis ardemment depuis plusieurs mois déjà. Merci, Darek. Et donc, mon nom c'est Paul Gagnon, je suis avocat chez Element AI, Élément AI, compagnie montréalaise. On a célébré nos 2 ans il y a quelques semaines. On vient de déménager dans le Milex, dans ce qui commence à s'appeler je ne sais pas trop, la cité de l'intelligence artificielle ou je ne sais trop. Donc, on est une compagnie de produits, des produits qui mettent l'intelligence artificielle, ou plutôt les sous-familles, les sous-catégories d'intelligence artificielle à l'avant-plan du design de ces produits-là. Beaucoup à dire sur la mission de l'entreprise, je vais y revenir un peu plus tard. Peut-être commencer avec le contexte général pour renchérir sur quelques thèmes qui ont été abordés par Marie-Jean. D'abord, j'ai vu une citation ce matin sur Twitter qui m'a vraiment fait rire, puis je vous la partage en anglais. If it's written in Python, donc si c'est écrit en Python, le langage de programmation, it's probably machine learning. If it's written in PowerPoint, it's probably AI. Donc, si c'est écrit en PowerPoint, c'est probablement l'intelligence artificielle. Donc, j'ai trouvé ça super drôle parce que finalement, au-delà de ce hype-là, l'intelligence artificielle réfère à énormément de techniques qui sont profondément différentes, énormément de catégories et d'outils de travail qui sont profondément différents. Puis fondamentalement, ce qu'Element AI on fait, c'est qu'on combine ces composantes-là, on les développe, on travaille de concert avec la recherche académique, on fait énormément de publications ouvertes, on contribue, on nourrit finalement la science grand S. Pour finalement, après ça, amener ces composantes-là, développer l'expertise dans leur combinaison, leur recombinaison pour finalement trouver des produits qui sont d'utilisation à plus grande échelle. Les transformations qu'apporte, là je vais continuer à utiliser l'intelligence artificielle, même si je vais juste un peu critiquer le terme, les transformations qu'apporte l'intelligence artificielle d'un point de vue de l'histoire de la science sont super intéressantes parce que les transformations profondes technologiques ont toujours amené leur lot d'inquiétudes. Si on regarde l'avènement des machines à tisser automatisées, il y avait des émeutes en Angleterre au moment de la première révolution industrielle, par les mêmes peurs essentiellement qu'on a aujourd'hui de perte d'emploi, de changements sociétaux, d'automatisation puis de perte de contrôle. Donc, je pense que cette perspective historique-là nous amène un peu à vouloir être un peu les deux pieds sur le plancher des vaches, pour ainsi dire. Je pense qu'une journée comme aujourd'hui va être justement en ce sens-là. Un commentaire que le professeur Gautret a fait en introduction, j'aimerais le challenger, de dire que la loi est à la remorque de ces changements-là. Je pense que quelque chose qui change fondamentalement dans l'environnement actuel, c'est que la loi, les juristes, on a le grand privilège d'être à l'avant-plan de ces changements-là, d'anticiper, puis de peut-être baliser, peut-être pas baliser, mais du moins comprendre comment nos systèmes juridiques actuels fonctionnent et vont interagir avec ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Je me fais souvent, je me fais pas souvent, je me fais demander à l'occasion, c'est quoi être avocat en intelligence artificielle? Ah, t'es avocat en intelligence artificielle. Je veux dire, ça n'existe pas, un avocat en intelligence artificielle. Ce qu'on est, c'est des juristes avec des backgrounds juridiques distincts. Dans mon cas, propriété intellectuelle, droit de la concurrence, TI. Quelqu'un qui pratique cet après-midi va avoir un grand complice à moi, Antoine Guillemin, qui est en vie privée, est à sa manière aussi en intelligence artificielle. On est tous avec nos backgrounds. Puis c'est ça qui est important, c'est de ne pas voir ça comme une chasse gardée ou quelque chose qui est complètement déconnecté ou hyper profondément complexe. Il faut qu'on amène nos réflexes puis qu'on bâtisse ce cadre juridique-là ensemble. Puis, à l'inverse, la loi elle-même nous inspire aussi des transformations technologiques. On regarde le Règlement général de la protection des données européen, GDPR pour les intimes. La loi a mis de l'avant des principes importants en matière de protection des données personnelles. 2 grands principes ressortent. 1, la minimisation des données. Minimisation des données est en fait un défi technique pour l'intelligence artificielle. Comment faire plus avec moins? On parlait de l'échantillonnage qu'on avait ce matin, quelles variables identifier. On a une loi qui est applicable dans tous les pays de l'Union européenne, un règlement là, qui est avec des sanctions générales et qui dit à tous les gens qui transigent avec des données personnelles de minimiser la quantité de données personnelles avec lesquelles ils transigent.
si ce n'est pas la loi qui est à l'avant-plan de changements technologiques ou qui donne une impulsion à des développements technologiques, je trouve que c'est un exemple qui résonne profondément. Puis un exemple, en fait, qui amène beaucoup d'autres changements. Règlement général de la protection des données. L'utilisation d'algorithmes dans l'industrie puis dans des domaines technologiques n'est pas nouvelle. Un algorithme est essentiellement une méthode. C'est rien de plus, rien de moins. Appliquer ces méthodes-là avec des outils, les déployer dans des systèmes, OK, là, on parle. Là, on parle de changement technologique. Mais un algorithme en tant que tel, regarde la profession d'actuaire. Les actuaires travaillent depuis des décennies, voire des centaines d'années, à finalement modéliser les risques d'assurance grâce à des algorithmes. Est-ce que l'industrie d'assurance a des balises à ça? Définitivement. Définitivement. Le cadre juridique de l'industrie d'assurance limite quel genre d'utilisation on peut faire de certaines données afin d'éviter des décisions biaisées à l'égard des individus. Parce que, fondamentalement, une décision de politique publique qui dit les individus sont en droit d'obtenir une assurance à un prix relativement raisonnable, discutable après, mais à un prix relativement raisonnable. Par exemple, en Ontario, interdit de faire une soumission d'assurance pour un client en utilisant la cote de crédit. Interdit par la loi. Les algorithmes derrière sont paramétrés en fonction de ça. Puis interdit aussi de le faire par manière détournée par des proxies, donc par des données de proximité, qui seraient finalement illustratives de ça. Donc, transiger avec les algorithmes, leur impact sur les données dans le cadre juridique n'est pas nouveau. C'est sûr que là, on est à probablement un pouvoir exponentiel. Pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle a pris un essor dans les derniers 10-15 ans? L'abondance de données, la capacité fulgurante de calcul, merci, au niveau des ordinateurs et des systèmes. Presque par hasard, par ailleurs. Parce que les cartes, les puces qu'on utilise ne sont pas les CPU traditionnelles. En fait, c'est des cartes graphiques à la base qui étaient pour le traitement d'images. Donc, un joueur énorme dans ce domaine-là du hardware informatique qui est à la base de beaucoup de changements en intelligence artificielle était pendant des années, le marché clé était les individus qui jouent aux jeux vidéo, qui voulaient avoir les cartes graphiques les plus cutting edge. Et j'ai nommé une compagnie qui s'appelle NVIDIA, qui aujourd'hui a un essor boursier, une capitalisation exceptionnelle. Parce que technologiquement, ce qu'on a réalisé, c'est que cette capacité de calcul-là, qui était la même pour regarder les cartes graphiques, beaucoup de calculs en parallèle, était profondément utile. Donc, déployer ces outils-là pour l'intelligence artificielle a grandement contribué à l'essor. Donc, pour revenir au Règlement général de la protection des données, un deuxième point, c'est l'explication. Ce règlement-là dit, s'il y a une décision juridique avec des conséquences qui est prise à l'égard d'un individu de manière automatisée, l'individu est en droit d'obtenir une explication d'un humain. Encore une fois, la loi pose un principe qui est important pour dire, bien, ce qu'on dit, c'est que s'il y a une décision, on peut en appeler. Donc, on parle ici de justice fondamentale. Mais amène un défi technologique important. Puis c'est des axes de recherche vraiment, vraiment fascinants, que sont la transparence algorithmique, l'explicabilité des décisions. Aujourd'hui, c'est de défaire un peu la boîte noire de l'intelligence artificielle en devient un impératif juridique. Donc, voilà ma petite pointe à dire que la loi est à la remorque. Je pense qu'au contraire, il y a beaucoup d'outils existants déjà. On peut tous bénéficier de nos backgrounds et de nos expertises à mettre l'épaule à la roue pour développer ce cadre-là. Puis à l'inverse, il y a aussi des positions, des lois qui sont là, existantes, qui nous amènent dans le domaine. Au niveau de la propriété intellectuelle, le panneau subséquent en parlera largement. Il y a énormément de sujets d'intérêt. Commençant avec le droit d'auteur, on voit des litiges qui commencent à émerger sur l'utilisation, par exemple, la génération d'œuvres artistiques par l'intelligence artificielle, par des algorithmes. Un litige ici en Cour supérieure à Montréal ou au Cour du Québec. Ici à Montréal, il y en a un déposé qui met en cause ça. Mais avant d'aller s'empêtrer dans les articles de journaux qui vont un peu extraire la nouvelle, il faut fondamentalement regarder les processus créatifs derrière ça, étape par étape, puis transposer ça au cadre d'analyse du droit d'auteur avant de partir en peur et de dire que l'intelligence artificielle est en train de plagier à grande échelle des œuvres artistiques. Parce que
Si on parle des théories, par exemple, de création indépendante en droit d'auteur, clairement, elles s'appliquent. Donc, il faut aussi, comme juriste, aller décortiquer les problématiques technologiques puis appliquer la même méthode qu'on ferait à n'importe quel autre cadre. En droit d'auteur, j'ai eu le privilège, il y a quelques semaines, d'être au comité de la Chambre des communes qui analyse la réforme de la loi sur le droit d'auteur, où j'ai plaidé pour une nouvelle exemption sur l'analyse de l'information qui est faite. Donc, dans le cadre des exemptions d'utilisation équitable, de créer une nouvelle catégorie pour finalement, pour que les bottines suivent les babines au niveau du gouvernement, qui met tant d'argent au niveau de l'intelligence artificielle, pour qu'au niveau des politiques publiques, bien, qu'on puisse avoir une plus grande clarté sur l'utilisation des données. Parce que ce qui arrive, c'est que quand on lit un livre, est-ce que les titulaires de droits d'auteur viennent nous refacturer à chaque fois qu'on réutilise l'information qu'on en a extrait? Absolument pas. Parce qu'on fait ça de manière automatisée, à plus grande échelle avec des ordinateurs, alors là, on met un prix sur, ou une restriction sur cette information-là. Pourtant, en droit d'auteur, la dichotomie entre l'expression et l'idée est fondamentale. Il faut se ramener à ces principes-là, puis réaliser qu'il y a des profonds changements ou des petites modifications qu'on peut faire qui peuvent favoriser tant notre écosystème technologique que finalement rendre nos lois un peu plus conséquentes. Parce que pas créer une exemption comme ça, qu'est-ce que ça favorise? On parle d'être dans l'ère du big data, ce qui est techniquement vrai, pratiquement faux. Parce que ces données-là, la masse qui double à chaque année ou croît exponentiellement, n'est qu'accessible par des géants informatiques. Donc, cette manne de data qu'on pense accessible comme substrat de base pour nos industries technologiques n'est simplement pas là. Et ce fossé-là ne fait que se creuser et ne fait que renforcer des avantages de joueurs établis qui ont l'infrastructure, les données, les systèmes et la pénétration dans le marché pour perpétuer ces avantages-là. Et arrive le droit de la concurrence, qui vient se poser ces questions-là, qui vient se poser les questions des limites d'un marché libre ou d'une concurrence juste et équitable dans un contexte, finalement, oui, capitaliste, mais par ailleurs démocratique. Donc, au sujet des données, implicitement, ce qui a été dit dans l'exemple, c'est que si l'échantillonnage n'est pas représentatif, évidemment, les résultats de l'algorithme vont être biaisés. Ce biais-là dans les données. Encore une autre justification à une nouvelle exemption, par exemple, dans l'utilisation équitable. Si on veut des meilleurs outils d'intelligence artificielle, on a besoin de meilleures données, de données plus représentatives. Il y a alors un impératif de politique publique de le faire. Si les données, c'est probablement ce que je m'attendais le moins dans mon quotidien chez Element AI, de voir aussi complexe, transiger avec les données. D'un côté, tu as des fournisseurs technologiques qui te vendent des données comme si c'était des secrets nucléaires. Et pour finalement se conformer au terme de la licence, il faudrait pratiquement lobotomiser les équipes qui ont travaillé avec ces données-là. D'un autre côté, on parle et on pense qu'on est dans une ère de data ouverte, et même les gouvernements se pavanent et disent voici, on est des leaders mondiaux à l'ouverture de nos données, mais à un clic près, vous allez voir que tout site gouvernemental a un claim de droit d'auteur qui revient à notre bonne vieille couronne, qui met des bâtons dans les roues terribles. Après ça, il y a toutes les notions de datasets ouverts qui ne sont pas gouvernementaux, puis qui fonctionnent soit avec des licences de type Creative Commons, donc des licences de droit d'auteur, ou encore avec des licences open source de logiciels, alors que la donnée elle-même se situe entre les deux, profondément. Donc, mes collègues et moi, on travaille beaucoup là-dessus en ce moment pour redéfinir puis créer des nouvelles générations de licences qui, finalement, au-delà de dire « utilise pas commercialement ces données-là », ça ne veut rien dire. Parce qu'il y a tellement de recherche qui se fait d'un point de vue commercial, en collaboration avec le public, puis à l'inverse, le public eux-mêmes commercialise et transige par les instituts de transfert technologique ces mêmes outils-là. Donc, quand quelqu'un rend des données
ouverte. Il dit utilisation de recherche seulement, ça peut vouloir dire quelque chose. Utilisation non commerciale, ça peut vouloir dire quelque chose d'autre. Mais par rapport à l'intelligence artificielle, ce qui serait plus important, puis nous, c'est là-dessus qu'on travaille, c'est de dire, est-ce que tu peux utiliser ces données-là comme set d'entraînement? Est-ce que tu peux tester ces données-là avec un outil qui est déjà développé? Est-ce que je peux bâtir un produit, un service avec ces données-là? Ça, c'est des nuances technologiques, mais que nous, on veut finalement amener d'un point de vue juridique. Et là, je le dis de toute voix parce que ça me force à réécrire puis à le faire plus tôt que tard. Donc voilà, il y a une autre citation que je vous épargne l'allemand original, ça vient de Otto von Bismarck qui a dit, un civiliste, là, je veux dire à tort et à travers dans la réunification d'Allemagne, mais un civiliste d'abord et avant tout, qui a dit les lois, c'est comme les saucisses. Si vous les aimez, ne les regardez jamais, mais jamais être produites. J'adapte un peu la chose puis dire, ben, l'intelligence artificielle, c'est un peu comme les saucisses. Si vous l'aimez, c'est assez messy à voir être produit parce que c'est pas magique. On présume qu'on a de la donnée qui est accessible, mais le travail, nous, définitivement dans notre quotidien, le travail avec nos clients, de les faire réaliser que leurs données sont hyper cloisonnées dans plein de systèmes, qui ne sont pas étiquetées, qui ne sont pas prêtes à l'intelligence artificielle, c'est très messy, c'est très... faut se retrousser les manches puis le faire. Même chose au niveau contractuel, expliquer aux clients comment les données sont utilisées, c'est quoi les nuances technologiques. Même au niveau juridique, on se doit de le faire pour amener les gens à transiger, s'approvisionner de services, de produits qui sont basés là-dessus, évidemment avec un background technologique un peu plus avancé idéalement. Donc, voilà un peu les grands thèmes. Je pense que la journée va être super productive à aller un peu rattacher à différentes grandes familles, pays, données, etc. Mais c'est super abondant, puis ça va être un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui.